Alors, déjà, on fait un petit point sur les Yézidis, du coup, qui sont une minorité religieuse kurdophone, hein, je pense qu'ils parlent kurde, Oui, et qui sont installés au nord de l'Irak. Et ils ont leur propre religion, qui est distincte de l'islam, du christianisme, du judaïsme, etc. Et en fait, c'est cette différence qui a servi par la suite au drapeau noir. Donc, je vais dire drapeau noir, vous savez qui c'est. Pas la peine de dire le nom du groupe. H2O1. Euh, voilà, donc qui a servi de justification idéologique pour les persécuter. Donc vous avez en 2014, il me semble, c'était en 2014, Daesh 2 en un avait lancé une offensive contre la région de Sinjar, où vous avez une population yézidi. Et aujourd'hui, c'est un épisode qui est reconnu comme génocide par l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui. Et il y a eu des massacres, pas que des femmes, il y a eu des massacres d'hommes, de garçons, d'enfants, etc. Et puis il y a eu des captifs de guerre. Voilà. Donc il y a eu des enlèvements vraiment massifs de femmes, et avec des enfants, mais beaucoup de femmes. Donc vous avez une partie de la population yézidi qui a fui vers les montagnes, et une autre partie de la population qui a été arrêtée. Ensuite, on passe du coup, au crime contre l'humanité, au génocide. Et là, on est plutôt dans l'esclavage organisé. Et d'ailleurs, dans le procès, je pense qu'il est aussi poursuivi pour ça. Mais on regardera les articles par la suite. Je précise si tu veux. Donc, en fait, ce qui distingue ce génocide-là, c'est que l'esclavage sexuel était systématique. Donc, il a vraiment été justifié contre elles, parce que ce sont euh, des personnes qui ne sont ni musulmanes, ni chrétiennes, blablabla, etc. Et ce sont des captifs de guerre. Donc, c'est licite, en gros, de les vendre, de les acheter, de les violer, etc. Selon l'idéologie de Dash 2 en 1. En fait, ils ont mis en place, si vous voulez, Dash 2 en 1. Donc, les drapeaux noirs ont mis en place un système qui était quasi administratif. Vous aviez des marchés, donc des marchés d'esclaves, euh, et les femmes et les filles, donc les femmes et les jeunes filles, étaient vendues, échangées, offertes, des fois comme récompense, aux combattants, mais vraiment euh, comme, vous savez, des fois quand on parle des textes du 7e siècle, etc., vraiment comme dans des histoires. Voilà. Mais ça s'était appliqué dans la réalité, et c'était en 2014. Et donc, il y avait des violences quand même assez graves, et massives, surtout des violences sexuelles. Donc, de coups de viol répétés, il y avait beaucoup de mariages forcés. Donc, au sein de ces mariages forcés, il y avait des viols, hein. Et les détentions, c'était quand même dans des conditions assez catastrophiques et extrêmes. Et toujours, hein, la seule interprétation, c'était le fait qu'elles soient considérées comme des infidèles, entre guillemets, parce que ce sont des yézidis. Et du coup, vu que ce sont des yézidis, selon Dash 2 en 1, on peut les réduire en esclavage. On peut les vendre, on peut les violer, on peut les tuer, etc. Et je pense qu'il y a eu environ 6 000 à 7 000 femmes et enfants qui ont été enlevés. Vous avez des milliers de personnes qui sont encore portées disparues jusqu'à aujourd'hui, hein. Et il y a eu une découverte aussi de fosses communes dans cette région de Sinjar, on a dit dans le nord de l'Irak. Vous avez des personnes, des survivantes, comme cette dame-là qui est affichée sur l'écran, qui avait été enlevée en 2014 et qui a été réduite en esclavage sexuel. Donc elle a réussi à s'évader par contre, et par la suite elle est devenue porte-parole internationale. Et je pense qu'il me semble qu'elle avait reçu le prix Nobel de la paix par rapport à son combat contre les En violences 2018. sexistes et sexuelles. En 2018. Ouais. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez taper son nom, vous regardez, et puis vous pouvez trouver des vidéos aussi où elle parle. Voilà, si le sujet vous intéresse.
Oui, il y a de ça aussi, Michael, mais la plupart des religions un peu plus ancestrales, on va dire, il y a ce problème-là qui revient. Parce que chez les Yézidis, comme chez, je sais plus, si tu peux regarder Salwan Momika, il était de quelle Chien. non, religion. Ah, je pensais que tu parlais de. Il était d'une religion pareille, qui existait bien avant les religions abrahamiques, j'allais dire Chrétienne, monothéistes. Non. assyrien, chrétien. Et ben du coup, j'ai dû mélanger. Je sais pas. Je pensais que il y avait Oui, c'est un il était apostat pas du zoroastrien, christianisme, Mika. C'est un apostat du christianisme. mais du coup après il s'est rapproché du zoroastrisme, je pense. Je pense que c'est ça, Eric. Alors là, je saurais pas te dire. En tout cas, il est Parce- notifié comme apostat. oui, je pense qu'il s'est Comme apostat, rapproché en fait de la religion de ses ancêtres en quelque sorte, et qui est le zoroastrisme et qui est une des premières religions monothéistes avant le judaïsme. Mais qui n'est pas une religion abrahamique. C'est pour ça que j'ai dit les trois religions abrahamiques. Et pareil, donc, c'est pour répondre à une personne qui avait dit que donc chez les Yézidis, on pense qu'ils vénèrent le diable, blablabla. Bah, vous retrouvez ça aussi chez. On va faire le même reproche ou la même accusation aux Zoroastriens par rapport au fait que qu'ils vénèrent le feu. En fait, ils ont une vision assez différente, un rapport avec le feu. Il est, Du coup, pardon? il est cathartique. Mm. Oui. Il est cathartique et pour la Renaissance. Yes. Du coup, après la chute de Dash de Zanin, donc il y a beaucoup de femmes qui restent traumatisées parce que c'est quand même quelque chose d'assez horrible sur tous les plans qu'elles ont vécu. Il y a beaucoup une partie des femmes qui a été rejetée socialement, surtout celles qui ont eu des enfants, les enfants issus de Yol. Et comme j'avais dit, il y a beaucoup de personnes qui sont encore portées disparues. On ne sait pas si ça se trouve, elles sont décédées, ou elles sont allées ailleurs, ou elles sont dans des fosses communes, on n'en sait rien. Et, en fait, ce qui s'est passé avec les Yézidis dépasse malheureusement, quand on parle de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, c'est toujours des choses assez horribles et dégueulasses, mais ça dépasse les crimes entre guillemets classiques. C'est pas une façon d'hiérarchiser la chose ou de dire qu'une chose est meilleure ou moins pire qu'une autre, mais c'est juste un fait que ça dépasse les crimes de guerre classiques. Non, il s'agit là, donc pareil, c'est un génocide avec une dimension genrée. Donc et qui a été utilisé vraiment contre les femmes yézidis. C'était aïe aïe aïe, c'était comme ça. Et les yézidis en général ont été ciblés en tant que groupe. En fait, le but c'était de les détruire en tant que groupe et de transformer, en fait, de réduire les femmes en esclavage. Si t'as rien à ajouter, je continue. Euh, Euh, Si je peux ajouter un point de précision, c'est que. Vas-y. Parce que c'est un point de précision juridique, mais il est important, c'est que là, tu as cité le mot. On m'entend bien? Je sais pas si on m'entend bien. Oui. Donc, on a parlé de génocide, d'esclavage sexuel, traite d'êtres humains. Enfin, il y a tout un tas d'articles que vous verrez que je vais afficher du Parisien, du Monde et du Point qui ont titré sur ce sujet. Mais rien n'est parvenu sur la raison pour laquelle ce procès s'ouvre en France. Parce que normalement, ce type de procès est fait par des juridictions internationales. Or, aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce que la Cour pénale internationale, et j'en ai parlé à Sud Radio, ne s'est pas saisie de ce sujet. Que j'avais expliqué ici que le droit international, il est consensuel, c'est-à-dire que ce sont les États qui se lient les mains entre eux tout seuls, en fait. Et donc, si vous n'êtes pas signataire de certains traités, bah, en fait, vous ne pouvez pas bénéficier de certaines juridictions. Et comme ça s'est passé en Syrie, notamment,
Eh bien, la Syrie n'ayant pas ratifié certains traités, notamment le traité de Rome, eh ben, ce n'est pas une compétence de la justice internationale. Et donc aucune juridiction n'a été créée, en fait, sur un sujet comme la sorte. Et si ça s'ouvre en France, c'est parce que l'une des personnes impliquées, des membres de Daesh 2 en 1, c'est Sabri Essid, qui a été aujourd'hui, il est présumé mort ou en fuite. Mais comme c'est un ressortissant français, il était très proche de Mohamed Merah, hein, celui qui, le terroriste connu à Toulouse. Et donc, comme c'était un Français, eh ben, la France, en fait, dès qu'un individu est de nationalité française, la justice française peut le poursuivre, y compris à l'étranger. Donc, même si les faits qu'a précisé Riam ont eu lieu en Syrie et en Irak, eh bien, la justice française peut momentanément se saisir parce que l'un de ses ressortissants est pointé comme une personne active sur le sujet, a été pointé comme une personne à l'origine des faits. Donc c'est pour cette raison que le procès s'ouvre en France pour génocide. C'est parce qu'en fait, c'est un Français qui est impliqué dedans, qui s'appelle Sabri Essid. Donc on pourrait J'ai croire mis que notamment. j'ai mis Oui, 3 articles aussi tout à l'heure alors, dans les liens. Tu peux hein, en afficher, tu en choisis un. Euh, parce que c'est un point important pour comprendre pourquoi en fait ça s'ouvre et en en fait, ça France parle, et oui, ça ça s'ouvre parle pas de. ailleurs. C'est un point important. Parce qu'il est Alors, français. Il n'a pas été retrouvé d'ailleurs. Peut-être qu'il est non, il décédé. est présumé mort ou en fuite. On estime qu'il aurait été, je vais afficher sa page Wikipédia pour que vous voyez à peu près le bonhomme. Ne serait-ce que les noms qui apparaissent sur sa fiche Wikipédia, déjà, ça vous fait délirer. Mais on estime qu'il a été éliminé Hmm, dans des frappes, mais on n'a jamais eu de confirmation sur place. c'est Donc, ça. il y a 99,9% de chances qu'il ait passé l'arme à gauche, mais tant qu'on n'a pas de confirmation, il est présumé mort ou en fuite. Mais le procès s'ouvre quand même. Voilà. J'affiche la page Oui, oui. j'affiche le billet. Alors, attendez, Alors, je regarde. Lion sans peur, j'aimerais bien personnellement mourir dans mon lit, mais possiblement je vais mourir de complications liées à mon diabète. Pardon. Super! Allez! Bah dis donc, bah allez, hop! Allez! Vous voyez Sabri Essid? C'est le nom qui est fiché ici. Ouais. Et la personne que vous voyez là, c'est un héros, hein, je pense que ce mec-là mériterait facilement une légion d'honneur. C'est notamment la personne qui a permis il en a retrouvé une cinquantaine, je crois, de personnes qui étaient victimes, de Dash 2 en 1, si je me trompe pas. Des femmes captives et donc cet homme-là, c'est, alors je sais pas comment se prononcer, Bazad Farhan, qui a retrouvé plusieurs dizaines de femmes qui étaient victimes des yézidis. Et aujourd'hui, hier, je crois qu'il a témoigné à la barre lors de ce procès-là, qui est un procès exceptionnel. En ce moment, il y a la séquence Tu veux dire municipale. des femmes yézidis victimes, c'est ça? Il a Voilà, retrouvé des femmes yézidis il a victimes. retrouvé des femmes yézidis et des enfants, une cinquantaine, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est une cinquantaine. Oui, c'est ça, une cinquantaine. Bah voilà, il a trouvé une cinquantaine de femmes esclaves de l'État islamique, il les a retrouvées. En fait, sans son travail personnel, une partie de ce procès n'aurait jamais pu se tenir. Donc déjà que c'est un procès qui est hors norme de par sa dimension, parce que moi j'ai pas souvenir, et même il faudrait regarder dans des archives judiciaires, mais des procès pour génocide en France, je suis pas sûr qu'il y en ait eu. Et en Europe, c'est très très rare. Je crois qu'il y en a eu un en Angleterre, un en Allemagne, et encore, je suis pas certain. Mais c'est excessivement rare. Donc une compétence qu'une justice nationale, que la justice française se saisisse, pour les défauts que j'ai dit pour la justice internationale, c'est vraiment des faits extrêmement rares, donc ça passe un peu sous l'actualité internationale parce que, bah, fortement, il y a le cas iranien, il y a ce qui se passe avec les municipales, mais ça devrait être en temps normal, ça devrait être l'actualité numéro 1. Mais bon, en ce moment, il y a la guerre, donc effectivement, quand il y a la guerre, Ouais. on Quand il y a la suscite des guerre, bah, c'est la procès, guerre. c'est comme ça. Et oui, présumé disparu. Après, bon, il y a des chances qu'il soit décédé. Quand une personne comme ça, je pense qu'il y a quand même eu assez de recherches autour de la part des services et tout ça de renseignement. Donc, je pense moi que c'est possible qu'il soit décédé tout Bon, il y a de simplement à un grandes moment chances qu'il soit donné. décédé. Il y a vraiment de très grandes chances Franchement, qu'il soit décédé. il va pas juste s'évaporer. Et je voulais revenir du coup sur Et c'est vraiment lui, hein, la je vais voir. personne, toi, français, né à Toulouse en Vas-y, on 84. peut regarder son. Voilà. Allez, regarde, Sabri Essid, de son nom de revenir guerre sa Abou page. Dujana. C'est-à-dire quoi Dujana? Je sais pas, ça veut rien dire forcément. Bah, il y a forcément une signification dans le nom de guerre.
Abu quoi? Abu Dujana, c'est affiché à l'écran. Je sais pas, c'est le nom de, je sais pas, Il y peut-être avait son fils. al-Baghdadi, par exemple, c'était Non, de Abu, Bagdad. le père de, Dujana, père, pas Abu quelque chose, père de quelque chose. Abu, c'est père. Abu c'est père. Hmm. Bon, en tout cas, né à Abu, c'est Toulouse, père. connu des services de police, radicalisation précoce, lien avec Mohamed Merah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a fait le Grand Jamel en Syrie. Et il est le premier Français poursuivi, c'est là l'information, pour de crimes de génocide du fait de son implication dans la campagne de l'État islamique visant à exterminer les yézidis. Voilà. Donc il est tristement célèbre. Donc vous voyez que, bon bah voilà, il a un très beau Ouais. parcours en Syrie, hein, guerre en Irak, ensuite il a rejoint Daesh 2 en 1, Hmm. les liens avec Mohamed Merah. Hmm. Bon, vraiment, entre 2011 et 2012, ils se sont appelés à 63 reprises. Bon bah c'est qu'ils se connaissaient bien, on est d'accord. Donc, Eh et ben. ensuite, il est Hmm. définitivement parti en Syrie au moment de la guerre. Et là-bas, Hmm. il a été présumé mort lors d'une frappe. Voilà. Mais Hmm. on n'a jamais confirmé. Et il va de nouveau faire partie de l'actualité à cause de cette petite phrase. En 2002, sa femme et ses enfants sont rapatriés. Donc, ce sera la question d'ailleurs sur un sujet qui est très intéressant sur les Oui. enfants nés sous le califat islamique de Daesh 2 en 1. Qu'est-ce qu'on en fait? Y compris des femmes. Yes. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ces gosses-là vont avoir 15 ans dans pas très longtemps, hein. Puis 18 ans, donc ils seront considérés comme français et majeurs, mais on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Voilà. Mais ça aurait dû être réfléchi depuis longtemps. Des programmes de réinsertion et d'accompagnement aussi sur tous les niveaux. Je parle pas que psy, mais bon. Il y a déjà des choses qui sont mises en place, mais bon, ça reste une question très politique, quoi, malheureusement. C'est Du une question coup, qui met mal à l'aise, hein. Qui met mal à l'aise tout le monde, hein. là, ils sont français. Oui, oui, je sais, mais il faut que tu les sépares des mères. Et les mères, tu sais pas, est-ce qu'elles sont parties là-bas pour rejoindre aussi Daesh 2 en 1. Donc, c'est pareil, en fait, tu sais pas qu'ont appris les enfants. Ce sont des multi-traumatisés, probablement. Oui. Est-ce que tu ramènes des bombes, des futures bombes Probablement, ambulantes? certains. Ah Enfin, oui, mais toi, mais c'est des questions que tout le monde, toi, en tant que citoyen, c'est difficile à trancher, tu vois. Alors, imagine en tant que politique, c'est très très compliqué, quoi. Donc, ouais, il y a tout un tas de dispositifs qui doivent être mis. C'est un sujet qui est très peu abordé parce qu'il est très compliqué. Mais le retour des enfants issus, bah, en fait, issus des captifs ou qui sont nés sous Daesh 2 en 1, avec les mamans qui reviennent, mm. ça c'est un sujet énorme et j'ai pas encore d'avis sur la question. Je ne le cache pas. Je continue. Non. Bon, vas-y, je vais faire descendre une plat. Il m'a vraiment saoulé ce soir, hein. Je sais pas, je pense que c'est fait exprès. Après les insultes de vol. Tu veux que je parle du vol des vrais voleurs ou pas? Des vrais voleurs. Mm. C'est qui les vrais Non, je vais voleurs? pas en parler ce soir. Je continue. Euh, J'affiche un Non, article, tu vois. soyons sérieux 2 secondes. Je voulais juste revenir sur les. Bah, du coup, ça, c'est très bien que tu affiches ça. Euh, En fait, sur les violences sexuelles comme arme, hein, comme arme de guerre, euh, quand vous regardez ou vous écoutez, il y a énormément de témoignages de familles yézidis, c'est pas ce qui manque. Euh, donc, quand vous écoutez leur histoire, en gros, euh, vous comprenez que le viol en guerre, c'est pas un accident en fait. C'est pas accidentel. C'est vraiment utilisé de façon stratégique. C'est une arme de domination. Vous avez l'esclavage sexuel qui vient avec. C'est un crime qui va être systémique quand même, hein. Et, euh, et là, dans le cadre un grand nombre de féministes parlent donc dans le cadre des Yézidis de violences sexuelles comme outil de génocide. Dans cette affaire-là, en fait, concernant les Yézidis. Et
Et une fois de plus, vous avez les femmes yézidis, si vous voulez, elles sont victimes en tant que femmes, déjà, parce que ça reste quand même, elles sont violées et vendues, et etc., parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des femmes considérées comme mécréantes, donc une minorité religieuse, et aussi en tant que population marginalisée géographiquement. Donc elles regroupent, malheureusement, comment dire ça, trois tares, entre guillemets, c'est comme ça que les drapeaux noirs les voyaient. Et donc, elles ont cumulé tout ça. Et malheureusement, on ne peut pas l'analyser séparément, parce que c'est parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont yézidis qu'elles ont été traitées de cette façon-là. Ce n'est pas uniquement parce qu'elles ont été femmes ou parce qu'elles ont été yézidis. Et le sort des femmes yézidis a été vraiment très, au tout début, il a été très peu médiatisé. Et la mobilisation aussi internationale a été très très lente concernant les femmes yézidis. C'est-à-dire que ça a commencé doucement, ça n'a pas vraiment fait beaucoup de bruit. Et par la suite, à un moment donné, parce qu'il y avait trop de témoignages, parce qu'il y avait trop de choses, trop de preuves, tu ne pouvais pas faire semblant de ne pas voir ce qui s'est passé sur place, là, ça a commencé à être de plus en plus médiatisé. Et il y a même des personnes qui ont parlé d'un discours de désintérêt, en fait, pour certaines femmes, dans ces questions-là, selon leur origine ou leur religion. Voilà. En gros, vous avez les bonnes victimes et les mauvaises victimes, entre guillemets. Les bonnes victimes qu'on peut médiatiser et les mauvaises victimes qui, voilà, faut les mettre de côté pendant un moment parce que ça ne sert pas à grand-chose d'en parler. Et du coup, j'avais pensé à un truc, une parenthèse. Je pense que s'il s'agissait de famille yézidi, j'avais vu une vidéo il y a longtemps, et c'était une dame qui expliquait, donc qui avait été en détention dans des conditions vraiment vraiment horribles et dégueulasses avec d'autres femmes, et qui expliquait, en fait, j'arrive même pas à raconter ça tellement c'était horrible, qu'on leur a fait manger en fait, leur enfant cuisinait. Je sais Je crois pas que tu as si, choqué tout le monde. Allez. je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, quand j'ai vu le C'est truc, vrai ou et parce que là, je suis choqué de ce que tu me il dis. faut que je retrouve la vidéo. En fait, il y avait une femme, donc ils étaient, je te disais, elles étaient détenues ensemble, hein. Et t'en avais une qui expliquait que il y avait une femme qui avait eu un gosse, et le gosse, il a été pris et pragmatisé, la tête séparée du corps, bref. Et en fait, il y avait un truc qui sentait, la bouffe sentait, donc ça sentait très très mauvais, ils savaient pas ce que c'était. Et une fois qu'ils ont mangé, bah, la femme, on lui a dit que c'était son enfant. Alors ça m'étonne pas, il faut vraiment que je retrouve la vidéo. Ça m'étonne pas venant de ces personnes-là, parce que bon, ils ont quand même fait des choses horribles. En fait, si je commence à détailler ici ce que les drapeaux noirs ont fait aux gens, entre les gens qu'on brûle dans des cages et les personnes, les homosexuels auxquels on enferme en fait le Ouais. derrière avec de la colle pour que ça implose à l'intérieur, Même à je pense que côté, ça les choque gens personne. de, ouais, même à Mm. côté, les gens des cartels mexicains, ils sont gentils. Oui, 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 je vous jure. Et oui, c'est pas oui. des tendres, hein, vraiment, mais ils ont des manières de... Ah oui, oui, franchement, ils étaient très, dans l'horreur, ils ont été très, très créatifs. Mais vraiment, je pense que j'ai jamais lu ou vu des choses aussi horribles. Et cette vidéo, faut que je la retrouve. Euh, Mais de moi, la femme qui le racontait truc son de bouffer témoignage sur l'enfant. toi, le truc de manger l'enfant, ça me surprend, tu vois. Enfin, je pensais pas, faudrait vérifier parce que tu vois, c'est aussi des choses qu'on dit, c'est un peu le crime ultime, tu vois. Je sais pas si on peut faire plus horrible que ça, je Ouais. suspends mon jugement là-dessus, mais je serais Il faut pas que je la étonné si c'est retrouve. réellement avéré, tu vois. Je serais pas étonné. Je sais ce qu'ils ont fait, je dirais pas ce qu'ils ont fait à certaines personnes.
Comment ça s'est Non, passé? j'ai on n'est pas obligé de rentrer dans les détails parce que déjà Et voilà. ça, c'est dégueulasse. Alors Léon sans peur, elle parlait quand ils étaient dans les camps quand ils étaient détenus, en fait. Et elle expliquait, bah, ils étaient obligés de les nourrir parce que bon, c'était des esclaves, il fallait les vendre, les violer et les donner, Faut en dire le mot récompense, miam. mais fallait les nourrir. Heu, de quoi? Faut pas dire le mot. Ah oui, faut pas dire le mot, pardon. Oui. Hem, je vais juste, je vais essayer. Alors ça, c'est quoi le On va devient pas la passer ce soir, je pense. non, on va pas la Rien que passer ce soir. l'information suffit à elle-même. À titre personnel, j'ai pas forcément envie de voir, Et je me souviens du témoignage, en fait, c'était une femme yazidie un peu âgée qui était assise et qui expliquait. C'est une vidéo, j'avais regardé ça, je sais plus, je sais plus, sur quelle chaîne et donc c'était traduit. En fait, elle expliquait les conditions de détention et par la suite, elle a parlé de ça et ça m'avait traumatisée. Que ça soit, comment dire? Véridique ou pas, ça n'enlève rien à toutes les horreurs qu'ils ont pu faire et qui sont prouvées aujourd'hui. Parce que comme tu disais, à côté des cartels mexicains, c'est vraiment, bah, même les cartels mexicains ne sont pas à ce niveau-là de violence et pourtant ils sont dans un à niveau de côté violence qui à m'impressionne pas. côté des cartels mexicains, c'est des gentils. Voilà. Ils sont horribles, mais eux, c'est dans une optique, quasiment industrielle, quoi. Oui. C'est pas juste pour faire peur, quoi. Ils font ça, Ah oui, dogmatiquement. oui, mais là, c'était limite administratif, hein, la façon dont Administratif. a Oui, été oui. organisé, comment les viols ont été organisés, Non, rien! Le mot, tu vas nous faire sauter. Tu dis 10 paix à viol. amour, Paix, tu peux le amour, dire? amour, amour, paix, 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 amour, 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 volupté, graciosité. Volupté. Ah là là. Je finis juste mon point parce que c'est très important. Donc c'était sur comment en fait les féministes, et les mouvements et les groupes féministes ont géré ce truc-là. Donc je disais que médiatiquement, bah, c'était au début, c'était très, 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 timide et malheureusement pour beaucoup de personnes, elles n'étaient pas considérées comme, de bonnes victimes, hein, dont on peut parler. Aïe, aïe, aïe et par la suite, donc je disais qu'elles ont été persécutées parce que ce sont des femmes et parce que ce sont des yézidis. Hop et ça, pareil, je suis avec vous, je retrouve juste mon point. Parce que je suis partie dans cette vidéo, je me souviens de ce truc, ça m'avait quand même un peu, ça m'avait beaucoup choquée et juste là, reparler de ça, ça me ah. Hem Donc les yézidis ont aussi, été beaucoup instrumentalisés de tous les côtés, après vous avez donc beaucoup de féministes qui les ont utilisés pour dénoncer donc les violences commises au nom de la religion et ça il faut le faire et aussi, l'idéologie des groupes comme, Dash 2 en 1. Hem et il y a eu des personnes qui ont minimisé, des violences ou décidé de ne pas parler de certaines violences perçues, par peur d'être perçu, si vous voulez, comme, le mot magique, islamophobe. Le mot magique qui veut absolument rien dire, heu ou de ne pas assez nommer le facteur idéologique. Puisqu'il y a quand même un facteur idéologique derrière, qui a été utilisé pour justifier ce qu'elles ont subi. Et à côté, vous avez eu d'autres personnes, beaucoup de personnes, qui donc, d'autres courants féministes, on va dire plutôt, allez, qui se disent intersectionnels ou postcoloniaux,
qui, au lieu donc de parler de ce qui s'était vraiment passé et ce que ces femmes ont vécu, ont plus mis l'accent sur le fait de bon, faut pas instrumentaliser ces femmes parce que vous stigmatisez l'islam et les musulmans en général, etc. Et que Daesh en Inde, dans tous les cas, voilà, c'est un groupe extrémiste et ça représente pas, alors que c'est vraiment pas, c'est pas le sujet dans ce genre comment dire, dans ce genre de cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment normalement quand tu es normalement constitué dans ta tête, c'est le dernier des soucis. Et voilà. Et aujourd'hui, genre, si vous voulez une fois de plus voir qui parle pour ces femmes, bah, il y a des Yézidis qui ont survécu, qui se sont évadés, etc. Dont la dame que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, si vous voulez vous intéresser au sujet ou écouter ou comprendre ou lire autour de ça. C'est pas très joyeux. Ah bah non, Comment non, c'est dire? sûr, c'est pas oui, c'est pas C'est très cru, hein, les témoignages sont vraiment les mots, c'est des sont témoignages, assez hein, crus. c'est des Ouais, témoignages. c'est des témoignages bruts, donc c'est pas ambigu, vous avez Bah, les la faits comme réalité ça est s'est exposée telle passé. qu'elle est, hein, c'est ça, hein. Mmh. C'est comme ça, hein. Un témoignage, c'est toujours une réalité brute, hein. Enfin, c'est la réalité au plus près, hein, un témoignage. C'est une perception, mais c'est la réalité. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça? Non, non, j'ai dit ce qu'il fallait, j'ai parlé de Sabrié-Sid, j'ai expliqué pourquoi il y avait pas d'instance internationale qui s'est saisie du sujet, pourquoi c'est la justice française qui le fait parce qu'un Français est impliqué et que c'est un sujet, enfin que c'est un procès hors norme, vraiment hors norme dans tous les sens du terme et qu'on devrait en parler beaucoup plus. Moi, j'en ai parlé à la radio parce que justement le sujet était important, mais je sais que voilà, je me doute bien de ce qu'il y a dedans, quoi. Donc heu donc voilà. Et vous avez un exemple, d'extrait de témoignage, à l'écran, avec la phrase: «À vendre, enfant de 5 ans, docile et calme». Voilà. Mmh. Vous avez une idée de ce qui se passe dedans et c'est ça pendant 5 jours, hein. Donc jusqu'à demain encore, les témoignages seront les gens passeront à la barre et les témoignages seront lus. Voilà. C'est pas pour moi ce genre de Non, mais je peux pas j'imagine quand on écouter est juge ou ce genre de choses, vraiment, ouais, j'ai des quand on est limites. juge, ouf. Des à l'horreur, on va dire. Ah oui, c'est une horreur. En vrai, c'est une horreur. C'est une horreur. Bah, elle peut pas se saisir sur ce sujet parce que la Syrie n'a pas signé le traité de Rome, donc ça peut pas être c'est pas une juridiction internationale, elles sont incompétentes pour, juger de ça et en fait, la justice française peut s'en saisir, elle est compétente pour ça parce qu'un Français est impliqué dedans, officiellement. Donc la France peut ouvrir, enfin la justice française peut ouvrir un procès sur ça. C'est pour ça qu'on ouvre un procès pour génocide. Mais la CPI ne peut rien faire sur ce sujet. Ça c'est pas son domaine d'action. Voilà.